Le 18 octobre, le cadavre d'Akli Méziane est découvert sur les berges de la Seine à Villeneuve-la-Garenne. Le 20 octobre, le cadavre de Brahim Saïdini est retrouvé à l'île Saint-Denis, tué de 2 balles dans la tête. Le 23, un corps non identifié, de type FMA, est découvert dans la Seine à Villeneuve-la-Garenne, pieds et mains liés. Le 27, le cadavre de Mustapha Ben Alaya est découvert dans la Seine, à l'île Saint-Denis, tué de 2 balles dans la tête. Le 31 octobre, le corps de Fatima Bédar est découvert dans le canal Saint-Denis. Le 5 novembre, le cadavre d'un homme de type FMA, tué par balle, est découvert à l'île Saint-Denis. Durant l'été 1961, il y a un durcissement de la répression contre les Algériens. Les rafles se multiplient, souvent accompagnées de violences, et ces rafles sont en particulier menées par la force de police auxiliaire. Cette force de police auxiliaire est constituée d'Algériens, hein, portant un uniforme, les calots bleus, on les appelle, encadrés par des militaires français et sous les ordres du préfet de police Maurice Papon. Bien. En réaction à ce durcissement de la répression, il y a une reprise des attentats des groupes armés du FLN contre des policiers. Et il va y avoir 11 policiers tués de la fin août au début octobre 1961. Dès le début du mois de septembre, on commence à retrouver un nombre grandissant de cadavres, souvent non identifiés, de Nord-Africains, hein, qui restent donc souvent inconnus jusqu'à maintenant. Et ce nombre va aller grandissant jusque dans le courant de la première quinzaine d'octobre, dans des canaux, notamment le canal Saint-Denis, dans la Seine, dans des bois autour de Paris. Bien. Le 5 octobre, il y a un couvre-feu qui est décrété par la préfecture de police, avec évidemment l'approbation du gouvernement, couvre-feu qui s'applique à l'ensemble de ceux qu'on appelle alors Français musulmans d'Algérie. Depuis déjà longtemps, les rafles qui avaient lieu à Paris et dans la banlieue parisienne se menaient en fonction de l'apparence physique, de critères raciaux censés être ceux de l'Algérien. Hein. Donc la dimension du racisme est tout à fait présente. Et c'est dans ce contexte où on retrouve un nombre grandissant de cadavres, où il y a de nombreux disparus, que donc la direction de la Fédération de France du FLN appelle l'ensemble des Algériens de Paris et de la région parisienne à se rassembler pacifiquement. L'ordre est absolument clair et ferme à ce sujet, pacifiquement, le mardi 17 octobre 1961. Nous n'avions pas d'autre choix, nous les jeunes filles ou jeunes garçons lettrés, que de dire oui quand les membres du FLN nous ont sollicités pour les aider parce que eux ne savaient pas lire et écrire. La majorité des gens qui travaillaient à l'époque, nos aînés, ne savaient pas lire et écrire. On est passé la nuit nous dire demain on revient, on ne trouve personne chez soi, au domicile. Il fallait que tous les enfants, les femmes sortent. Donc maman a pris soin de faire garder les plus jeunes et les plus grandes, nous sommes partis donc endimanchés, c'est très important, très, très bien habillés pour aller participer à cette manifestation pacifique qui devait se passer donc sur Paris. Et le mot d'ordre a été de se retrouver dans Paris. Avec un peu la frousse au ventre, aux tripes, etc. Maman avait très très peur et nous nous sommes dirigés pour prendre un taxi porte de Paris. Il y avait une station à l'époque, porte de Paris. Et nous avons été interpellés par un grand camion de police, boulevard Jules Guesde, en face de l'ancienne gendarmerie. Voilà. On nous a donc demandé de rentrer dans un camion. Il y avait une file de policiers armés qui nous ont demandé de diriger vers l'intérieur du camion. Et nous n'avons pas pu aller jusqu'à la place de la République ou à l'Étoile comme il était prévu. De là, nous avons été dirigés vers le commissariat de la Plaine
Saint-Denis, où nous avons retrouvé toutes les familles de la rue de la Boulangerie. Parce qu'en fait, ils nous cueillaient comme des pâquerettes sur le chemin. Et ils nous ont tous dirigés vers le commissariat de la Plaine jusqu'à... il était à peu près 14 heures, jusqu'à environ 18 heures peut-être, 18h30. Il commençait à faire nuit, mauvais temps. Et nous avons retrouvé donc, moi j'ai retrouvé des camarades de classe, des familles qui habitaient tout près de chez nous. Et vers cette heure-là, à peu près 18h30, on nous a de nouveau déplacés dans des cars, cette fois-ci, de police, et on nous a emmenés à Vincennes, où nous avons été, mais là on l'a parqué jusqu'à dans la caserne. Il y avait une grande salle, ça devait être un réfectoire, des chambres avec des lits superposés, parce que je me souviens qu'on avait fait dormir les plus jeunes. Et vers minuit, on nous a récupérés de nouveau pour nous livrer comme du bétail à Saint-Denis devant la mairie. Donc le temps de venir de la caserne de Vincennes jusqu'à Saint-Denis, on nous a déposés, puis bon, chacun devait rentrer à pied comme il était, comme il pouvait, avec les enfants endormis, les mamans fatiguées, il y avait des femmes enceintes. Ce 17 octobre est le paroxysme de pratiques qui ont cours de manière habituelle et puis depuis déjà longtemps, et de violences qui se sont banalisées et de comportements attentatoires à la dignité depuis déjà bien longtemps. Bon. Donc, les rafles se poursuivent et à partir de l'après-midi, eh bien, elles se font plus massives. Et dans la soirée, le nombre d'Algériens, ou supposés tels, car encore une fois, ça se fait en fonction de l'apparence physique, le nombre d'Algériens raflés est tellement important que comme les cars de police ne suffisent pas, le préfet de police réquisitionne des bus de la RATP, qui vont donc servir aussi à pratiquer ces rafles et à amener les Algériens raflés, notamment au Palais des Sports de la Porte de Versailles, souvent déjà blessés. Bon. Malgré tout, des manifestations ont lieu. Très vite, la répression s'abat. Et puis, il y a une gigantesque chasse à l'homme qui se mène à Paris et dans de nombreux endroits en banlieue parisienne, dans la soirée et durant la nuit. Et ça va se poursuivre le 18 octobre. Donc en octobre 61, ma sœur Fatima était collégienne à Saint-Denis, au collège d'enseignement commercial rue des Boucheries. Et le 17 octobre 61, elle a voulu répondre à l'appel lancé par le FLN pour une marche pacifique organisée contre le couvre-feu instauré à l'époque par le préfet Papon. Bon, je dois dire qu'elle y a été sans l'autorisation de mes parents, puisque c'est elle qui devait nous garder ce jour-là, puisque mes parents donc devaient y aller. Elle n'en est jamais revenue, puisque son corps a été retrouvé noyé. Son corps a été retrouvé agrippé à la turbine de la 7e écluse du canal de Saint-Denis, donc c'est-à-dire la dernière écluse avant que le canal se jette dans la Seine, donc tout près de la gare de Saint-Denis. Un éclusier a découvert le corps, il a appelé les pompiers puis la police. Le corps a été acheminé à la morgue du cimetière de Saint-Denis, puis à l'Institut médico-légal de Paris. Mon père donc avait signalé sa disparition au commissariat de police, et partout où il a été, où il avait affaire à la police pour essayer de la retrouver, il a été très très mal reçu, à chaque fois par les policiers, des insultes, des coups, des brimades, il a été très très malmené, quoi. Et ma mère, durant 2 semaines, m'avait pris par la main et on se rendait donc dans les différentes rues de la ville d'Estaing à sa recherche. Bon, moi j'étais jeune à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi tous les jours je partais comme ça avec ma mère. Et je me souviens très bien de ma mère qui pleurait, qui priait sans arrêt à la recherche de ma sœur en vain. Ma sœur a été enterrée le 3 novembre 61 au cimetière communal de la ville d'Estaing. Nous payons une concession d'ailleurs tous les 10 ans pour cette place de cimetière. Et le 45 ans après, c'est-à-dire le 17 octobre 2006, son corps a été exhumé et il a été réinhumé au carré des martyrs de sa ville natale, à Tichy, en Algérie, donc en Petite Kabylie.
la haine raciale a été véritablement le moteur de ce déchaînement de violence. On est sorti, ce 17 octobre 1961, on est sorti absolument de ce qu'on appelle communément le maintien de l'ordre. Il y a eu une sorte de volonté de vengeance à l'égard de l'ensemble d'une population, et ceux qui ont été victimes de ces violences souvent criminelles et qui ont fait un grand nombre de victimes, eh bien, l'ont été en fonction de leur apparence physique, y compris d'ailleurs, vous avez bon nombre de victimes qui n'étaient pas au courant de ces manifestations, qui n'avaient pas été informés. Il y avait du monde entassé comme ça. Il n'y a pas de passage pour rentrer à attraper le métro. Tout est plein. Déjà, avant d'arriver à la Concorde, tout est plein. Bon, chacun se bousculait. On dirait qu'il y avait quelqu'un qui nous poussait par derrière, qu'il fallait rentrer dans le métro. Mais arrivé à la Concorde, on était entassés comme de la sardine, les uns entre les autres. Mais il faut rentrer à attraper les marches du métro. Nous sommes séparés, comme ça. Séparés, une tranche par là, une tranche par là. Au milieu, il y a des CRS, la gendarmerie, les civils, tout. Les bâtons de fer, les bâtons d'autres choses. Enfin, il y a plusieurs choses qu'ils avaient sous les mains pour nous taper. Ils sont obligés de protéger la tête. Celui qui n'a pas de force pour protéger la tête, il est mort sur place. Il reçoit un coup, il est piétiné, on l'écrase, il est mort. Comme moi, personnellement, j'ai déjà des cicatrices, je l'ai sur la tête, il y a un décalage de tête, d'abord, c'est sauvé le 17 octobre. Mais il faut rejoindre la plateforme là-haut, avant de sortir sur la place de la Concorde. Mais on a réussi quand même à se bousculer, se piétiner, s'écraser les uns sur les autres et tout ça. Mais là où ils nous tabassaient, c'est comme si c'était qu'on était en train de monter un chapiteau. Un chapiteau, vous voyez, pour faire un cirque. C'était des hommes, des femmes, il n'y en a pas, c'était des hommes. Des hommes l'un sur l'autre. Je ne veux pas vous dire qu'ils sont blessés, mais ils sont partout, c'est comme de la rivière. On ne peut pas, c'est pas possible de retourner en arrière, parce que ça touche de tous les côtés, il faut rentrer, il faut y aller. Arrivé dans le fourgon, attendez, arrêtez dans le fourgon, il nous a amenés directement à l'exposition de Bruxelles. Comprenez bien. Alors, où c'est qu'on fait les fêtes? Avant de rentrer d'abord dans ça, alors, ils ont fait un passage. Un passage. Une barrière par là, une barrière par là. Ils ont cassé les bouteilles de verre. Parce que la plupart, ils ont perdu leurs chaussures dans le métro, et d'autres, ils sont venus comme ça. Qu'il fallait y aller. Alors, il y en a qui sont les pieds coupés par le verre, ils s'accrochent. C'est un passage de bouteilles de verre. Dans les rangs de la police, il y avait depuis déjà longtemps, vous savez, depuis des années, une tradition de répression anti-algérienne. Rappelons le 14 juillet 1953, place de la Nation, où il y a eu plusieurs Algériens tués par des membres de la police parisienne, alors qu'il n'y avait pas de guerre en Algérie. Bien. Et les retombées ensuite de la guerre en Algérie ont eu pour conséquence d'élever le degré de haine à l'égard des Algériens, avec la dimension raciste qui était extrêmement présente dans les rangs de la police. Et en 1957, je me suis installé à Saint-Denis comme cardiologue. À l'époque, il n'y avait pas de cardiologue installé dans toute la banlieue nord. J'étais les tout premiers. Les gens allaient généralement envoyés par leur médecin à Paris. Et là, j'ai eu une clientèle énorme. Un travail considérable. En 61, le 17, arrive rapidement le bruit qu'un drame s'est produit, que la police a tué un grand nombre d'Algériens, non seulement à Paris, mais en banlieue et partout. On a même trouvé un Algérien qui flottait sur le canal de Saint-Denis. Alors j'avais un patient qui s'appelait Amar Malek,
qui est affolé parce que le lendemain de cette journée, son frère n'est pas rentré. Il cherche partout à savoir. Il me dit, il faut absolument, est-ce que vous pourriez m'aider? Je dis oui. J'appelle le professeur Klotz, qui était le professeur de Justin Besançon, qui était chez Justin Besançon, chez Soulier, pardon. Et alors, il me dit, non, c'est Justin Besançon. Et il me dit, on va les voir. Alors lui, il était connu, il demande à la préfecture, etc. On lui dit à la fin, bah, il s'est évadé, on a tiré sur des gens évadés. Et alors, je dis ça au frère, mais qui venait d'apprendre que son frère avait disparu. Je dis, nous allons aller, je dis, professeur Clotte, nous allons aller à la morgue, on va voir. Retrouver s'il est. Parce que la police avait dit, on a tiré, mais on ne sait pas. Alors nous allons donc à l'Institut médico-légal à Paris. Après beaucoup de difficultés, on réussit à faire ouvrir, n'est-ce pas, les différents tiroirs, et on tombe sur lui, sur Mohamed Malek. Et je vois tout de suite qu'il n'a pas eu de balle. Il était massacré. Il avait des bleus sur la figure, des bleus sur le cou, des bleus là, avec en plus une éventration énorme là à droite. Il a été massacré. Il a été battu et massacré. Et je reviens et dis ça à son frère. Pour moi, c'était une honte. Ce jour-là, beaucoup d'Algériens sont morts. C'était pour moi insupportable. D'autant que le préfet de police, qui était là à ce moment-là, est le même que celui qui avait, en 1942, sous Vichy, à Bordeaux, avait arrêté plusieurs centaines de Juifs qu'il avait livrés aux Allemands et qui ont été déportés. Alors il y a eu quelque temps après le procès des avocats du FLN. Il y avait Vergès, Ben Abdallah et Moussedik, et l'avocat qui était Roland Dumas m'a demandé si je pouvais venir. Alors je suis venu au tribunal et j'ai simplement dit ce que j'avais vu. Description froide, sans passion. Voilà ce que j'ai vu. Et puis, à partir de là, à Saint-Denis, j'ai été réveillé la nuit, dès le soir, par des appels téléphoniques. Ici l'OAS, rien d'autre. Alors, ma femme était affolée. Il pouvait y avoir, moi j'avais un appartement qui donnait sur la rue, si j'ai. Et je craignais qu'il coûte une bombe, n'importe quoi. Alors, un de mes amis, le docteur Roubier, qui est un type charmant, gentil, est venu avec une carabine de chasse et on veillait là, la nuit. Et puis ça s'est passé. Et puis longtemps après, alors que j'étais rentré au CCN, je soignais un jour une malade, et son mari qui était là, qui était un peu bizarre, me disait, est-ce qu'il boit un peu, est-ce que tout ça. Et puis un jour, il se met presque à pleurer. Il dit, docteur, vous avez soigné ma femme tellement bien. Vous savez, je voudrais vous dire, les appels la nuit, l'OS, ça venait de nous, du commissariat de police de Saint-Denis. En 61, ça faisait un an et demi, parce qu'on est arrivé en France en mai 1960. Et donc, en juillet 61, j'ai un petit frère qui est né ici, le premier qui est né en France. On était déjà une famille de 4 enfants. Moi, j'étais l'aîné, donc j'avais 11 ans. Et donc, le 17 octobre 61, en rentrant de l'école déjà, mais je ne me souviens plus quel jour c'était. Donc, en rentrant de l'école, on sentait, au 5 Passage Saint-Ange, dans le 17e, où on habitait, une effervescence et puis en même temps, quelque chose, une atmosphère pesante, lourde. Mais nous, les enfants, on ne nous a rien dit. Et alors, au fur et à mesure qu'on avançait en fait, dans la soirée, je me souviens que ma mère nous a fait dîner très très tôt. Et une fois qu'ils nous ont fait dîner, j'ai vu, donc mes parents se sont préparés à aller manifester.
Alors, ma mère me donne des consignes pour mon petit frère. Elle m'a dit, voilà, je t'ai montré comment on prépare son biberon, quelques jours déjà avant. Elle me dit, je vais t'apprendre à préparer le biberon pour ton petit frère. Donc, elle m'a dit, je t'ai montré comment préparer le biberon, à quel moment lui donner, le surveiller, le faire dormir dans ce sens-là, etc. Faire très attention. Et elle m'a dit, nous, on part manifester. Et mon père, il vient vers moi. Ils avaient fait des courses, en fait. On n'avait pas de frigo à l'époque. Hein. Tout le monde n'avait pas de frigo. Hein. Mais ils avaient fait des courses pour au moins une semaine. En me disant, si dans une semaine on ne revient pas, de toute façon, vous avez des courses, tu t'occupes de tes petits frères, de ta sœur et de tes petits frères. Et en dernier lieu, mon père ouvre la porte de l'armoire et me montre une petite cassette en métal dans laquelle il mettait leurs petites économies. Il m'a dit, voilà, si au bout de 3 jours, on ne revient pas, voilà où on range l'argent. Et il y a de quoi vous payer un billet de retour à tous pour retourner en fait en Algérie. Et tu vas à la rue Auboin, et la rue Auboin à Clichy, c'était un hôtel où il n'y avait que des hommes célibataires, des travailleurs immigrés qui habitaient, des cousins, beaucoup de cousins à nous. Et ils m'ont dit, tu arrives là-bas, celui de la famille de ta mère, la famille Zidani, la famille de mon père, ou de la famille de ta mère, la famille Atmani, il y aura forcément quelqu'un qui sera de retour. Tu lui donnes l'argent, il vous paye un billet de retour pour retourner au village. Parce que pour qu'ils me disent ça, c'est qu'ils avaient peur de ne pas revenir. Et donc ma mère me donne les dernières consignes concernant mon petit frère. Et à ce moment-là, je vois un monsieur que je connaissais, qui habitait dans l'hôtel et qui en fait fait partie du FLN, c'est après que je l'ai su. Il est arrivé, apparemment il était déjà venu une fois pour dire à mes parents, ça y est, maintenant il faut sortir. Ils avaient reçu ordre en fait d'obliger les gens quand même. Il y a ceux qui sortent spontanément et ceux qui ne veulent pas partir manifester, les obliger à manifester. Et donc, il dit à mon père, et c'est des amis, il lui dit, écoute, t'es un ami, ne m'oblige pas à employer la force. Dépêchez-vous de sortir. Là, c'est le dernier carat, je ne sais pas quelle heure il était, c'est le dernier carat, il faut que vous sortiez pour manifester. Et alors, donc mes parents sont partis. Le lendemain, il s'est passé en fait quelque chose, c'est tout le monde venait demander des nouvelles de tout le monde, en demandant qui est rentré et surtout qui n'est pas rentré. Et j'entendais dans les jours qui suivaient, alors il y avait une atmosphère vraiment très très lourde, très triste, de gens qui avaient disparu. Dans une ville comme Saint-Denis, il y a eu un grand nombre de victimes à des degrés divers. Dans le canal Saint-Denis, on a retrouvé, durant toute cette période, régulièrement, des cadavres. Nombre de familles ont été touchées directement. Et vous savez, vous avez des Algériens qui peut-être jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Ça reste une période extrêmement douloureuse. Et donc, connaître l'histoire, je pense que de toute façon, ou chercher à connaître l'histoire, c'est le seul moyen qu'ont les hommes pour essayer de tirer dans la mesure du possible des leçons de l'expérience historique pour faire face au présent, à l'avenir. Si on ignore le passé, quelqu'un a pu dire on est condamné à le revivre. Évidemment, dans des conditions différentes, l'histoire ne se répète jamais. Mais si on est aveugle, eh bien, on court les plus grands dangers face aux aléas de l'histoire.